c'est Violaine Vanoyek, l'émission Kiosque avec Dany qui m'accompagne à la technique. Nous suivons les traces de César qui malheureusement vient de mourir. Antoine essaye de sauver son honneur et le peuple est furieux. Les conjurés essayent de sauver leur vie et ont pris la fuite. Quant à Cléopâtre, elle se rend compte que en voulant donner le titre de roi à César, eh bien, elle a aussi engendré sa perte et elle se sent responsable de la mort de César. Faute d'avoir compris les Romains, j'ai perdu l'homme que j'aimais et qui m'aurait toujours soutenu, se dit-elle. Maintenant, que vais-je devenir? Mais que va devenir l'Égypte? Et pourtant, l'heure n'est pas à l'incertitude, car des reproches se font déjà entendre dans les rues de Rome. La rumeur parvient bientôt aux oreilles de la reine Cléopâtre. « Vite !» lui dit Antoine en venant la rejoindre. Dans peu de temps, les Romains briseront ces portes pour se faire justice et ils viendront ici venger la mort de César, car tout le monde te rend responsable de cette mort. Cléopâtre remercie une nouvelle fois Antoine de son aide. Elle rassemble ses servantes et embarque sur le Tibre. « Tu rejoindras Ostie sur cette frêle embarcation, lui dit encore Antoine, sinon tu serais bien vite repéré. » Et Cléopâtre a juste le temps de l'interroger sur ce qui le pousse à agir ainsi. « Mais pourquoi cherches-tu à m'aider? Tu devrais au contraire m'en vouloir d'avoir causé la perte de César que tu aimais. » Et Antoine lui fait part de l'amour qu'il éprouve pour elle. Tant que César était en vie, il lui était impossible d'oser espérer un regard de la reine. Mais il peut maintenant lui révéler son attachement. Surprise, Cléopâtre ne répond rien. D'ailleurs, est-ce qu'elle est vraiment surprise? Vu sa perspicacité, ce serait étonnant. Elle a dû déceler quelque chose. Et je ne sais pas si, à ce moment-là, elle va manipuler Antoine. En tous les cas, dans un premier temps, il faut faire face au danger. Donc elle se contente d'embarquer. Et tandis que la barque flotte sur le Tibre, elle se remémore son arrivée triomphale à Rome. Et oui, entre sa fuite et son arrivée, ça n'a strictement rien à voir. Pendant le voyage de retour, Cléopâtre ne se laisse nullement aller au désespoir. Elle pleure César pendant quelques jours, mais très vite, son ambition va l'emporter sur sa peine, son ambition naturelle, son orgueil naturel. Et tandis que la barque poursuit son périple en Méditerranée, la reine s'installe sur le pont. Elle écoute ses musiciennes, respire l'air chaud qui vient caresser son visage. Ses serviteurs s'activent autour d'elle avec les moyens du bord. Il n'est pas dit que la reine d'Égypte a perdu son pouvoir. Il me reste Césarion, se dit-elle, les légions romaines de César, qui sont restées à Alexandrie, et puis il y a Antoine, qui est prêt à m'aider, et il y a toutes mes richesses. Que pourrait donc un Romain contre les trésors de l'Égypte? Césarion est maintenant le fils d'un dieu, car César brille dans le ciel au milieu des autres astres. Une nouvelle constellation m'est apparue dans les cieux ces jours-ci. Et donc, depuis la mort de César, le soleil n'est-il pas légèrement voilé par l'apparition de ce nouvel astre? Alors elle reste songeuse, tandis qu'une de ses proches servantes lui demande si elle désire quelque chose. « Non, non, je ne désire rien, répond Cléopâtre d'un ton mélodieux. Je vais beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. Et je crois que la reine d'Égypte n'a pas dit son dernier mot. Mais que vais-je faire de mon frère Ptolémée? Il ne doit aucunement entrer en concurrence avec Césarion. Dès mon retour, je vais m'associer à mon fils. Je veux qu'il soit représenté en pharaon à mes côtés, à Dendera. L'artiste me donnera les traits de la déesse Hathor. Césarion sera Ptolémée XIV. Alors il n'y a guère de place pour mon frère. Que va devenir mon frère? Et bientôt de tristes desseins se forment dans son esprit ambitieux. Puisque César n'a rien laissé pour Césarion dans son testament, à moins que Calpurnia n'ait pas détruit celui que César avait fait en sa faveur, elle imposera elle-même Césarion à la face du monde. Et quant à Ptolémée, qui pourrait bien un jour s'avérer un rival, il doit tout simplement disparaître. Oh, elle va se charger de ce petit détail dès son retour.
Alors elle va se surprendre elle-même pendant ce retour à songer à Antoine. Si le testament de César est rédigé en faveur de son neveu Octave, Antoine semble mieux placé dans le cœur des Romains. Il a plus de pouvoir. Il va s'imposer à Rome, se dit-elle. Elle songe à ce bel homme, grand et fort devant elle, sa chevelure annelée, ses traits fins et réguliers, son physique agréable, ses yeux lumineux et vifs, son sourire bienveillant, qui finalement lui ont plu. Alors, elle sait que les femmes apprécient son charme, sa force. Il est d'une endurance exceptionnelle, il est courageux, il est populaire. Bref, Antoine a la réputation d'être un soldat familier avec ses hommes qui sait les entraîner, les encourager au combat. Et puis finalement, César était peut-être un peu âgé. César le considérait comme son plus fidèle lieutenant. Je crois comme lui qu'il est le meilleur. Les Romains le considèrent comme le futur maître de Rome. On le dit débauché. Mais cela n'a guère d'importance. Et quand l'embarcation de Cléopâtre arrive en Égypte, un bateau luxueux, plus digne d'une reine, vient la chercher pour la conduire en son palais d'Alexandrie. Cléopâtre a retrouvé ses couleurs, elle a retrouvé son sourire. Et elle a de nouveau foi en l'avenir.